Bonjour à tous et bienvenue pour ce qui devrait être normalement, cette fois-ci, le premier live stream de la chaîne Vent d'Aventure. Bon, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai eu pas mal de problèmes pour paramétrer tout ça. Des problèmes d'image avec les caméras à l'extérieur. Ensuite, j'ai utilisé que mon iPhone à l'intérieur. Ça a bien marché au niveau de l'image, mais au niveau du son, ça a été merdique parce que j'avais un anti-bruit. Un filtre anti-bruit qui gérait mal le bruit du moteur. Donc aujourd'hui, ça y est, je pense que tout marche. J'ai fait des tests, longs tests ce matin. Et normalement, ça doit marcher. Donc on est vendredi. Je suis dans la petite ville de Leknes, dans les Lofoten, où je suis venu m'abriter hier suite à une tempête assez dure. Là, cette nuit, il y a eu plus de 50 nœuds, 55 nœuds d'après les relevés météo. Moi, j'étais à l'abri, donc mon anémo, je ne m'en suis pas servi. Mais la nuit précédente, j'étais à Rennes, donc là où je retourne maintenant, et ça avait été très dur, 45 nœuds, j'étais vraiment très exposé, donc voilà. Je suis venu me mettre à l'abri ici, mais je vais redescendre à Rennes parce que je veux finir mes images, j'ai pas fait tout ce que j'avais à faire, donc il faut que j'y retourne. Donc ça va être l'occasion de ce premier live. Alors c'est pas tout à fait un live, pour être honnête, j'enregistre en condition de live exactement, je vous parle en condition de live, vous avez la route en condition de live et je diffuse une fois que je suis arrivé. Ça permet deux choses, ça me permet d'être plus souple au niveau technique et ça me permet aussi de pouvoir discuter avec vous dans le chat s'il y a du monde qui regarde la vidéo et donc répondre éventuellement à vos questions. Donc on va mettre en route la ceinture, c'est fait. Alors, il a pas mal neigé ces dernières heures. Hein. Là, il y a, bon, pas non plus énorme, mais il y a 3-4 cm de neige. Sur la route, je pense que ça ne sera pas le cas. La température est à -1. Hier, on avait 4-5, il a beaucoup plu. Elle est redescendue cette nuit, ce qui va avoir forcément pour effet de rendre la route très verglacée. Parce que sous la couche de neige, et bien évidemment, il va y avoir de la glace. Donc, on va y aller mollo, quoi. On va rouler tranquillement. Sans trop prendre de risques parce que j'ai des pneus off-road cramponnés qui fonctionnent très très bien sous la neige hein. C'est des pneus neige en fait hein, aussi, donc sur la neige franchement c'est de la sorcellerie quasiment. Par contre sur la glace il n'y a pas de miracle hein. Quand c'est une patinoire, c'est une patinoire et si on n'a pas de clous on n'a quasiment aucun moyen de s'en sortir. La question des clous, c'est d'ailleurs une question qui va se poser pour moi dans les semaines qui viennent. Hein. Parce que j'ai eu l'occasion, vous verrez sur ma deuxième vidéo, du road trip et sur celle qui sortira aussi un peu plus loin sur les Lofoten, j'ai quand même fait de la route sur des routes très verglacées et c'était tendu quoi. On va le dire comme ça. Donc la question c'est de savoir est-ce que quand je serai à Tromsø je vais acheter des pneus clous ou pas, tout simplement en fait, hein. Uniquement ça, parce que forcément si les conditions de circulation deviennent neigeuses et que donc on a une épaisseur de neige qui vient et qui s'installe sur la route et que du coup je roule toujours sur la neige, j'ai pas besoin de clous. Je roule doucement, je roule à ma vitesse, mais mes pneus marchent très bien sur la neige, donc pas de souci. Je me dis que là, les conditions que j'ai là, comme aujourd'hui, on voit bien qu'il y a de la glace. Hein. Les conditions que j'ai en ce moment, c'est pas des conditions que je vais normalement rencontrer dans les semaines qui viennent, parce que il va tomber de plus en plus de neige, et donc on a une accumulation de neige qui va arriver sur la route, et il va arriver un moment où les chasse-neige vont plus pouvoir racler jusqu'au bitume. Et donc ils vont laisser 5, 6, 7 cm de neige sur la route. Et là, à ce moment-là, mes pneus reprennent le dessus et donc je suis bon. Donc c'est pour ça que je suis obligé d'attendre un tout petit peu avant de prendre la décision. Alors déjà parce que dans les Lofoten, j'ai aucune chance de trouver un garage qui aura la bonne taille de pneus avec les bonnes caractéristiques, notamment au niveau du poids. Donc ça c'est une certitude. Donc je ne vais pas pouvoir les trouver. Et la deuxième raison, c'est en effet parce que j'attends de voir un petit peu ce que ça va donner en fait. Voilà, d'ici une dizaine de jours à peu près, je vais entamer ma remontée vers Tromsø.
puisque je vais passer Noël à Tromsø. En fait, je vais y aller du 22 au 25 à peu près, je pense. Tromsø, c'est mais on en reparlera quand je serai sur la route, c'est la plus grande ville, la plus au nord, en dehors de certaines villes russes. Mais au niveau mondial, c'est il y a 50 000 habitants, je crois, quelque chose comme ça, à vérifier. Et donc c'est la ville de cette taille-là, la plus au nord dans le monde. Je vous dis, à part peut-être une ville en Russie, dont on sait que les statistiques démographiques ne sont pas toujours très claires. Donc dans une dizaine de jours, je vais entamer ma montée vers Tromsø. Et là, ça sera un peu le moment de vérité en fait, parce que je vais voir au niveau de la route ce qu'il en est exactement, quoi. Est-ce que j'ai de la route super verglacée, auquel cas, une fois que je suis à Tromsø, je vais faire monter des pneus clous, je vais changer mes pneus, au moins mes 2 pneus avant. Et si c'est plutôt neigeux et donc avec une épaisseur de neige tranquille et tout, alors là, à ce compte-là, pas de souci. Je garde mes pneus comme ça. Quand c'est verglacé, je roule très doucement. C'est ce que je fais en fait, désormais. En fait, quand c'est verglacé, je prends aucun risque. Je roule vraiment très doucement. Et quand c'est neigeux, je roule un tout petit peu mieux. Et quand c'est sec, il n'y a pas de problème. Donc vous voyez, il y a beaucoup de vent toujours. On a toujours 20 nœuds établis et des rafales entre 30 et 40. Mais ça devrait se calmer dans l'après-midi, c'est pour ça que j'ai pris la décision de descendre. Et surtout, on le voit un petit peu, le ciel est en train de se dégager. Alors ça a de l'importance pour mon choix de redescendre à Rennes, parce que ça va me permettre potentiellement d'aller faire, des photos d'aurore boréale, puisque on est vraiment dans la période où les aurores sont vraiment très présentes. Et que donc le Rennes, vous verrez, le paysage est juste parfait pour ça, et ça glisse. Là franchement, à peine je touche l'accélérateur, ça patine direct, quoi. Donc voilà, du coup je vais rouler très doucement tant que les conditions de route sont comme ça. Manifestement ils n'ont pas sablé encore trop, donc c'est un peu chiant, mais bon, on va faire avec. Donc là, quand c'est comme ça, je me cale à 50 à peu près et je roule à peu près à 50 km/h, 50-60. 60-70 quand c'est plat, 50-60 quand il y a des virages et 40 quand ça descend. Parce que c'est vraiment en descente le gros danger. Parce qu'en descente, on n'a plus du tout d'adhérence au freinage, donc forcément, il faut être très vigilant. Et ça impose aussi pour moi, en fait, de souvent me garer sur le côté pour laisser passer les gens derrière moi. Parce que les Norvégiens qui sont cloutés et qui roulent tout le temps sur ce type de route-là, d'une part, et qui d'autre part ont juste leur voiture, eux ils n'ont pas leur maison avec eux. Donc en fait, c'est pas du tout le même. C'est pas du tout la même chose, quoi. Moi j'ai ma maison avec moi, je peux pas me permettre de la foutre dans le fossé. Parce que si je le fais, j'ai plus de maison. Donc le temps qu'on répare, j'ai pas de maison, quoi. Donc du coup, voilà, je roule vraiment très calmement. Là, je suis à 50 et des poussières, ouais. Parce que ça descend et que donc en descente, je suis extrêmement prudent, forcément. Vous voyez bien le sol. En fait, ce que vous voyez, le sol un peu sombre, là, c'est de la glace vive, en fait. C'est pas du tout le bitume. Après, de temps en temps, voilà, comme à gauche, là, il y a des petits moments où c'est un peu plus... c'est un peu moins glissant. Mais dans l'ensemble, c'est les conditions difficiles de début de saison, en fait, tout simplement. Parce qu'il fait globalement froid. Même si là, ces derniers jours, il a fait 3 ou 4, mais dans l'ensemble, quand même, c'est négatif. Donc le sol est très froid. Et à partir du moment où le sol est très froid, forcément, toute l'humidité qui tombe dessus gèle quasi instantanément. Ce qui fait que, voilà, en début de saison, quand il neige pas tout le temps et trop souvent comme ça, comme en ce moment, du coup, c'est verglacé. Voilà. Dès qu'il commence à neiger de manière assez importante, là par contre, le verglas laisse la place à de la neige qui peut être très dure. C'est pas la question. L'adhérence peut rester précaire même sur la neige. Mais c'est pas de la glace vive. La glace vive,
la nuit dernière, pas cette nuit, la nuit d'avant, donc à Rennes où j'étais garé, j'avais le vent de travers. Il a fallu que je bouge le fourgon pour me mettre vent de face, d'abord pour que ça soit plus confortable et surtout parce que je sentais que, alors ça bougeait pas beaucoup, hein, de 2, 3, 4 mm, mais il ripait un petit peu poussé par le vent parce que j'étais garé sur la glace vive. Donc bien entendu que c'est problématique et qu'il faut faire extrêmement attention dans ces situations-là. Donc les Lofoten, on va arriver vraiment dans le cœur vraiment des Lofoten, hein, dans l'image qu'on a l'habitude d'avoir sur Internet. Hein. Quand on parle des Lofoten, c'est vraiment ça qu'on a toujours, c'est-à-dire des montagnes très acérées, très pentues, pas de plaine du tout, et ça plonge directement dans la mer. Ça donne des paysages quand même assez extraordinaires. On a vraiment l'impression d'être dans des paysages de films, hein, qui ont été réalisés en 3D. Il y a un petit côté, il y a un petit côté film de science-fiction, genre Le Seigneur des Anneaux ou enfin ce genre de film, quoi. Ces paysages totalement. Bon, là on a des câbles électriques qui montent sur la montagne, donc ça, il y a un peu des habitations, mais il y a vraiment des endroits où on a l'impression que c'est totalement vierge. Et que c'est surréaliste en fait, parce qu'on a l'eau qui est un peu turquoise. Alors là il n'y a pas de soleil, mais si le soleil se lève un petit peu plus tard, vous allez voir, l'eau est souvent assez turquoise, entre émeraude et turquoise. Donc on a cette eau qui est émeraude turquoise, on a les montagnes enneigées qui plongent directement dans cette eau, et comme le soleil se lève très très peu maintenant à cette période de l'année, d'abord le soleil se lève, sort de l'horizon à 10h30 à peu près, pour se coucher à 13h tout juste. Donc pour vous donner une idée, là il est quelle heure il est? Il est midi un peu passé, donc pas non plus que je prenne trop de temps pour y aller pour pas arriver de nuit. Donc ce soleil, quand il est très très bas, en fait il donne une lumière, ouais, regardez un peu ça. Ouais, c'est des conditions un peu rudes, hein, franchement. Je suis pas persuadé d'avoir eu la meilleure idée du siècle de prendre la route aujourd'hui, mais bon. Trop tard, c'est fait, on y va. Bon, après, une fois qu'on va être un peu plus à l'intérieur des terres, on sera moins soumis à la pression du vent, hein. Là on est sur une route qui est au bord d'un fjord et qui est vraiment très très exposée au vent. Là déjà on va passer sous un tunnel, donc ça va aller un petit peu mieux. Et à la sortie du tunnel, on va commencer à rentrer dans des zones un peu plus abritées. Donc il y aura des rafales, mais ça sera un peu moins rude que ce que ça l'est à l'heure actuelle. Oui, donc je disais, voilà, les Lofoten, c'est ça, hein, ce que vous avez en face. Ce paysage absolument incroyable, qui semble totalement irréel en fait. Avec cette mer, avec ces montagnes enneigées qui plongent. On n'a pas l'habitude d'avoir ça. Hein. C'est-à-dire que ça, des montagnes comme ça qui plongent vraiment dans la... Hop, j'ai un petit bip sur mon téléphone. Qui plongent vraiment dans la mer, c'est pas vraiment habituel, quoi. Hop, alors le tunnel, on va profiter, on va avoir 1,5 km de route cool, pas verglacée en tout cas. Et voilà, hop. Mais ce tunnel, il est un peu chiant parce qu'il rebondit beaucoup en fait. Donc il n'est pas très agréable, mais je prends quand même 1,8 km de route plus calme. Je prends, je discute pas. Et voilà, donc ce paysage, c'est vrai que je suis assez fasciné en fait. Je suis déjà venu ici 3 semaines en avril, en mai, avril-mai. Et là, je suis là depuis 12-13 jours à peu près. Et je me lasse pas de conduire dans ce paysage, à tel point que j'ai même parfois un peu de mal à m'arrêter pour faire des images. Tellement je profite en fait, je suis comme un gosse. Alors le seul problème, c'est que là, depuis que je suis arrivé, il y a du vent non-stop, à part un jour où il n'y en avait pas, où j'ai pu voler un peu en drone, faire 3-4 images. Mais sinon, tous les jours, il y a du vent et pas mal de vent, et donc je ne peux pas faire voler le drone. Donc ça m'emmerde un peu. Mais bon, ça fait partie des aléas de vouloir aller en Laponie en hiver. Hein. On sait très bien que les conditions sont rudes et que forcément, les choses
la météo va être difficile. Hein. Elle est difficile. Elle n'est pas difficile parce qu'il fait froid, elle est difficile parce qu'il y a du vent, il pleut ou il neige, ou il tombe de la grêle comme l'autre jour. Voilà, c'est ça qui rend vraiment l'ensemble difficile. S'il faisait moins 20 et plutôt sec, bon, je dirais ok. Pas trop de vent, sec, moins 20, à la limite je préfère. Là c'est des conditions vraiment pénibles. Bon ben voilà, hein, on a profité de nos 2 minutes de route plus cool pour revenir sur une zone glissante. Pour le moment j'ai personne derrière, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous voyez là on est moins soumis à la pression du vent quand même. On le voit bien hein, à gauche, on voit bien c'est beaucoup moins agité que ce que c'était de l'autre côté. Donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc voilà, c'est ce que je vous disais, ça roule, hein, ça roule pas mal. Là je suis à 70, 65. Par contre, il ne faut pas avoir un gros freinage, quoi, parce que là tout devient très compliqué. Avec un gros freinage, tout devient compliqué. Ça tombe bien, il n'y a pas grand monde sur la route. Ça tombe bien aussi, les Norvégiens sont prudents dans ces conditions-là, très prudents, qu'ils soient cloutés ou pas. Hein. Alors ils sont cloutés à entre 80 et 90%. Mais qu'ils soient cloutés ou pas, ils roulent pas très vite. Les seuls qui roulent vraiment comme des dingues, c'est les camions. Alors là, les camions, c'est un enfer. Ils sont juste dingues. Là par exemple, bon là c'est limité à 60 non, mais si je roule sur une petite route qui est limitée à 80 et que je roule à 60, ils vont pas réfléchir 2 secondes, hein, ils vont doubler direct. Bon, on a retrouvé du vent là un peu. Ils vont doubler, bim, comme ça. Ils font un appel de phare, ils se mettent sur l'autre voie, appel de phare, clignotant et roule ma poule. Et à toi de te ranger, de leur laisser la place. Hein. Même s'il n'y a pas la place, c'est à toi d'aller dans le bas-côté, de te démerder. Et pareil quand ils arrivent en face. Quand ils arrivent en face sur une route à 1 voie et demie, comme je les appelle, si tu te ranges pas toi sur le bas-côté, que tu vas pas foutre tes roues à un endroit où tu suis pas sûr de pouvoir t'en sortir, c'est pas leur problème en fait. Hein. Eux ils y vont, ils ralentissent pas. Après je comprends, hein, ils bossent. Donc ils ont besoin de bosser, de faire leur vie, de faire leur boulot. Donc les touristes qui roulent 20 ou 30 km/h en dessous de la limite, ça les fait chier, hein, je peux comprendre. Hein. Mais c'est vraiment stressant, quoi. Dès que je vois un camion à l'horizon devant ou derrière moi, je suis pas tranquille en fait. Donc là voilà, par exemple j'ai une voiture qui arrive derrière moi doucement, donc dès que je vais avoir un endroit pour me garer là, genre arrêt de bus ou un truc comme ça, je vais me ranger, le laisser passer tranquille et repartir clairement à ma vitesse. Moi j'ai juste besoin de rouler à ma vitesse en fait, voilà. Je veux pas rouler à la vitesse, je veux pas que quelqu'un m'impose une vitesse de déplacement. Voilà. Parce que c'est sûr, quand ils sont cloutés en 4x4, bon, ils roulent, hein, ils sont habitués, c'est leur quotidien, donc 7 mois par an, ils ont ces conditions de route, donc ils sont pas stressés, quoi. Ils sont équipés pour et tout, donc ils font leur route normalement. Et encore une fois, eux, ils n'ont pas leur maison derrière eux. Ce qui change quand même beaucoup psychologiquement sur la manière d'aborder le problème. Alors, est-ce qu'il y a un arrêt de bus? Alors, en tout cas, non, il n'y a pas un arrêt de bus, mais par contre, après, il y a un petit endroit où je vais pouvoir me mettre à droite, là. Il y a un petit parking, là, où je m'étais arrêté faire des photos. Ouais. Ouais, il y a un arrêt de bus aussi, donc c'est très bien. Voilà, hop. Allez, double-moi avec ta Mercedes. Et je repars. Là vous allez voir quand on va tourner là le paysage en face. Quand je vous dis que ce sont des paysages de films de science-fiction,
vous allez comprendre pourquoi. Voilà, c'est quand même assez fou quoi. Je vais vous zoomer un tout petit peu l'image. Hein. Ouais, enfin, ces paysages sont dantesques en fait, ils sont dingues. Moi je suis totalement fasciné par cette région. Pas fasciné par la route hein, par contre, alors là autant vous dire que là voilà, là je suis vraiment sur entre les plaques de neige, là c'est patinoire et le vent est revenu. Alors les Lofoten, pour ceux qui connaissent pas très bien l'endroit, donc c'est un archipel hein, qui est au nord-ouest de la Norvège. On est dans la Laponie internationale officielle, hein, pas dans la Laponie originale qui elle est liée à la Finlande, la Laponie originale finlandaise, mais on est dans la Laponie internationale qui va grosso modo, qui prend la moitié de la Norvège, la moitié de la Suède, le nord de la Finlande, une partie de la Russie. Donc ça c'est la Laponie large on va dire. Donc on est en Laponie hein, clairement. C'est un petit territoire, enfin qui est grand en taille, petit en termes de fréquentation. Hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent ici. Voilà. Ah ben là voilà, on arrive au bord de la mer, donc du coup comme il y a du vent de secteur ouest depuis 2 jours, on a de l'air plus chaud, là c'est remonté à 2 degrés la température vous voyez, et du coup la route est devenue beaucoup plus sèche. Donc je disais, les Lofoten sont, c'est un archipel, hein, c'est des dizaines d'îles qui sont reliées entre elles par des ponts ou par des tunnels. Il n'y a pas de ferry. Alors il y a un peu des ferries au nord, au sud, qui rejoignent soit de la Norvège, soit les autres groupes d'îles au nord, comme Senja et l'autre, je ne me rappelle plus son nom. Mais sinon, interîle à l'intérieur des Lofoten, il n'y a pas de ferry, contrairement à la Norvège des fjords, où il y a beaucoup plus de ferries que de ponts et de tunnels. En fait. Donc c'est un territoire qui, jusqu'à il y a 20 ans à peu près, ne vivait quasiment que de la pêche. Voilà. La pêche, rien de plus, rien de moins. Et depuis 20 ans, il y a un essor touristique évident, hein, qui est lié à la beauté des paysages, tout simplement. Hein. Qui sont aussi beaux et aussi fous en hiver qu'en été, parce que les conditions sont clairement pas les mêmes, mais le contraste est important, mais par contre c'est aussi beau quoi. Donc du coup, forcément, la Norvège, ça attire du monde l'été, beaucoup. Les Lofoten, pardon, ça attire beaucoup de monde l'été, vraiment, mais alors là pour le coup beaucoup. Et puis ça attire beaucoup de monde en demi-saison, de plus en plus. Moi je l'ai bien vu en mai, hein. C'était déjà très chargé avec des bus dans tous les coins. Et je me rends compte que là, même maintenant, hein, on est début décembre, donc on va dire en hiver. Hein, pour la zone, on peut considérer que c'est l'hiver. Y a du monde. Je vois qu'il y a des bus. Alors c'est beaucoup des Asiatiques, énormément de Japonais. Des bus pleins de Japonais qui s'arrêtent pour faire des photos à peu près partout. Beaucoup qui louent des voitures aussi. D'ailleurs, j'ai essayé d'aider 4 Japonais sur la dernière tentative de live qui s'était embourbée dans la toundra. Là, leur voiture de loc était posée, donc on n'a pas pu, même en tirant avec une grosse sangle, j'ai pas pu les sortir. Voilà, donc il y a quand même pas mal de touristes, hein, malgré cette saison, malgré la météo qui est pas, on va dire, très accueillante, clairement.
Et donc cet avènement du tourisme en fait a pour effet de modifier, comme tout le temps, comme partout ailleurs dans le monde quand le tourisme arrive, ça modifie la structure sociale de l'endroit. C'est-à-dire que jusqu'à il y a 15 ans, c'était la pêche, 15-20 ans, qui était le revenu quasi unique de la zone. Il n'y a pas d'autres industries ni d'autres sources de revenus. Il n'y a même pas de barrage électrique comme on peut avoir en Norvège ou de mines ou de puits de pétrole ou de quoi que ce soit. Là, on n'a vraiment que la pêche. Et donc l'arrivée du tourisme fait que on a beaucoup de pêcheurs qui arrêtent de pêcher pour pouvoir promener des touristes sur des bateaux. Et ça, sur le long terme, je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée parce que la culture, cette zone-là, elle est liée historiquement et culturellement à la pêche. N'oublions pas quand même, c'est les descendants directs des Vikings. Hein. Donc ils ont un rapport avec la mer qui est vraiment profond et un rapport avec la pêche qui est aussi extrêmement profond. Mais voilà, l'arrivée du tourisme de masse fait que le premier effet, c'est une dérive culturelle et sociologique, qui fait que on délaisse un petit peu le passé pour aller vers ce qui rapporte. Alors après, c'est pas moi qui vais jeter la pierre. Hein. Il y a un potentiel, il l'exploite. C'est humain. Alors, on est bien d'accord. Ils estiment que c'est mieux d'aller promener les touristes 6 mois dans l'année dans des conditions qui ne sont pas trop dégueulasses plutôt que d'aller pêcher le cabillaud en plein hiver dans les conditions comme on a aujourd'hui. Enfin, je serais pêcheur, clairement, je me poserais aussi la question. Hein, on est bien d'accord. Mais en tout cas, au niveau global, je ne suis pas sûr que à long terme, ça soit une bonne chose. Donc cette pêche, en fait, alors avant de revenir à la pêche, le deuxième élément lié à cette évolution-là, c'est que le foncier, l'immobilier, quasiment la totalité des nouvelles constructions est désormais liée au tourisme. Bien entendu, Airbnb et compagnie, comme partout, encore une fois, partout ailleurs, quand le tourisme se développe. Hein, je l'avais vu à Istanbul de la même manière. Hein. La Turquie, c'était exactement la même chose. Donc voilà, la plupart de l'investissement immobilier qui se crée, c'est en bord de mer, sur des maisons rouges en pilotis qui donnent l'air d'être traditionnelles, mais qui en fait sont surtout faites pour les touristes. Et puis, voilà. Et donc ça modifie aussi le paysage, puisque en fait, en termes immobiliers, le développement modifie légèrement le paysage. Donc la première, historiquement, hein, le mode de revenu principal avant l'avènement du tourisme, c'était la pêche. Et c'est une pêche très particulière. Hein. Alors il y a un peu d'élevage de saumon. On verra peut-être tout à l'heure, on va passer à côté d'une ferme d'élevage de saumon. Mais ce qui fait surtout la réputation des Lofoten internationalement, c'est le cabillaud salé et séché. La morue en fait, hein, tout simplement. On dit souvent que la morue c'est le Portugal. En fait, les Lofoten sont sacrément développés sur ce point-là. On va le voir hein, quand on va arriver vers Rennes, je vous montrerai. Il y a des séchoirs à poissons absolument partout. Mais quand je dis partout, c'est partout. Sur des hectares et des hectares et des hectares, voire des dizaines d'hectares. Et donc voilà, la saison de la pêche au cabillaud, elle est en hiver et donc ça sèche jusqu'au printemps. Hein. Et voilà, et du coup, bon, je reconnais que la pêche au cabillaud, comment dire, pas le truc le plus cool, parce qu'il faut sortir en hiver, la plupart du temps dans de la tempête, dans des températures négatives. Bon, voilà quoi. C'est pas, je peux comprendre qu'on ait envie de promener des touristes en bateau l'été à la place de ça, quoi. Alors là à gauche, c'est la petite route qui va sur le petit village de Nusfjord. Alors si vous m'aviez suivi dans mon premier road trip, j'avais posté des photos sur Insta. Il y a à gauche là, vous le voyez pas, il y a un rocher qui est assez
assez terrible en fait. Quand on arrive sur la route monte, on est à 100 mètres du rocher et on ne sait pas où elle va passer. On se dit il y a un tunnel, il y a quelque chose. Et donc vous avez la route qui monte et qui se perd, on ne voit pas de débouché, on ne voit pas le virage qui est juste après un peu en descente. Donc on se dit mais où va cette route en fait? Et je m'étais arrêté pour faire des photos de Maurice garé sur cette route là, c'était plutôt pas mal. Bon voilà, ça c'est vraiment les endroits que je déteste. Descente, alors c'est en ligne droite, donc bon, c'est pas non plus le pire. Parce que finalement, on a quand même le temps de ralentir. Mais le même petit peu de descente, quand vous avez en bas un gros virage, je vous promets que dans ces conditions-là, on serre un peu les fesses, quoi. Regardez le vent, quoi. Bon, j'espère que la météo c'est pas trop raté et que le vent va bien tomber ce soir et que je vais pas me retrouver encore à passer une nuit dégueulasse avec un vent violent toute la nuit. Mais normalement ils ont prévu que le vent allait tomber en dessous de 20 nœuds réguliers et en dessous de 30 dans les rafales. Bon, 25 dans les rafales et 15-20 nœuds en établi, j'ai pas de problème. Garé face au vent, ça me pose aucun souci. Ce qui me pose souci, c'est comme j'étais la dernière fois, 45 nœuds, un peu de travers. Là, d'abord c'est désagréable hein, parce que ça bouge beaucoup. Hein. Alors, bien sûr, j'ai passé de nombreuses années sur un bateau, donc ça bouge au moins qu'un bateau dans des conditions équivalentes, bien évidemment. Quand on est au mouillage sur un bateau et qu'il y a 40-45 nœuds, on se fait pour le coup vraiment bouger. Donc c'est un peu moins en fourgon, mais ça part d'un côté, de l'autre. Les suspensions jouent. Hein. La souplesse des suspensions fait que on se fait quand même pas mal bouger. Donc on verra. De toute façon, maintenant que je suis sur la route, j'ai fait la moitié de la route, donc je vais pas faire demi-tour. Hein. Enfin, pas la moitié, mais on va dire un gros tiers. Je vais en effet pas faire demi-tour, d'une part, et d'autre part, j'y suis. Dans 1 heure il fait nuit, 1h15 il fait nuit, donc je m'organiserai, je trouverai un endroit plus abrité s'il faut. Enfin, vous voyez, ces paysages, c'est quand même fou. Alors là, c'est moins typique, on va dire. Hein. On a une montagne avec une route qui serpente. C'est des paysages que j'ai eu ailleurs. Hein. Dans les Dolomites par exemple, ou dans le truc. Mais là par contre ici, dès qu'on a l'eau qui arrive, la mer qui arrive à droite, de suite il n'y a plus d'équivalent, quoi. Hop, il y a un petit arrêt de bus, je vais pouvoir me ranger et le laisser passer derrière. Allez, passe mon gars, je te laisse passer, donc passe. Hein. Me fais pas arrêter à un endroit où j'aurais du mal à ressortir. Donc voilà un petit peu l'explication des Lofoten. Alors la partie touristique, c'est la moitié sud hein, de l'archipel, clairement. C'est là où on trouve les deux communes vraiment typiques et iconiques de l'endroit. La première, c'est celle où je vais, donc c'est Rennes, avec sa petite ville jumelle qui s'appelle Amnoy. Donc c'est 2 petits villages qui sont chacun sur des îles ou des presqu'îles et qui sont reliés entre eux par des ponts. Et il y a un deuxième village qui est vraiment iconique, qu'on a l'habitude de voir aussi en photo, qui est Henningsvær, et qui ressemble un petit peu à Rennes d'ailleurs, sauf qu'il n'est pas niché dans un fjord, il est vraiment sur la mer, quoi. Avec cette particularité, c'est qu'au bout du village complètement, au bout du bout, près du phare, il y a un stade. Et qu'il y a une espèce de stade, beau stade, super bien fait et tout. C'est un village l'hiver où il y a 1000 habitants, quoi. Un super beau stade. Et que toutes les photos en drone qui sont faites là-bas, elles ont le stade au premier plan et derrière le village et derrière les montagnes, quoi. Donc voilà, c'est vraiment les deux. Alors, il y a beaucoup d'autres endroits très touristiques, clairement, il y a beaucoup d'endroits à visiter, à voir. Mais les deux que vous verrez le plus souvent quand vous allez voir des images des Lofoten, c'est vraiment ça. C'est Rennes, Amnoy et Henningsvær. Alors la prononciation, excusez-moi, je suis pas norvégien, donc je vous le prononce à la marseillaise. Mais en fait, alors
c'est vrai que c'est des villages qui sont cool parce que en termes d'image, de lumière, de composition d'image et tout, il n'y a pas d'équivalent nulle part, quoi. Donc moi je les aime bien pour ça parce que ça me permet de faire des belles images, quoi. Oh là là là. C'est une galère hein, avec ce vent. Donc voilà, c'est pour ça que j'aime bien y passer. Mais en fait, moi, ce que j'aime, c'est ça, quoi. C'est le paysage global. C'est vraiment rouler dans ce paysage et admirer. Ici, c'est des endroits où je suis déjà passé 10 fois, quoi. Mais je trouve ça tellement beau que je m'en lasse pas. Et puis je passe un jour, il y a du soleil. Je passe le lendemain, c'est comme ça. Après, je repasse, il neige. Après, je repasse, il pleut. Après, je repasse, le ciel est à moitié couvert avec le soleil dans les nuages. Enfin bon. J'y passe jamais 2 fois dans les mêmes conditions, quoi. Du tout. Pour le coup, c'est vraiment un énorme contraste entre 2 passages, même à 24 heures après. Donc voilà, ça je m'en lasse absolument pas. Donc là on va arriver dans la zone probablement très exposée au vent, hein, puisqu'on est sur la côte atlantique cette fois-ci. Donc jusqu'à présent on était sur la côte du bras de mer qui sépare les Lofoten de la Norvège continentale. Et là on est sur la côte atlantique. Donc toujours pareil, hein, du coup la température remonte, on est à 1 degré. Et bien sûr on a du vent. Et là c'est du vent qui arrive directement de la mer. Pourquoi la température réchauffe? Tout simplement parce que dans cette zone-là, on a encore des restes du Gulf Stream. Et donc on a une température de l'eau qui n'est pas extrêmement froide. Là en ce moment elle doit être à 7-8 degrés à peu près, 6-7 degrés peut-être. J'ai pas vérifié mais ça doit être dans ces eaux là. Donc forcément vous avez le vent qui frotte la surface de la mer qui est à 7-8 degrés. Il se réchauffe en frottant et donc dès qu'on est à la surface comme on est ici, en termes d'altitude, on reçoit de l'eau, de l'air qui est passé au-dessus de l'eau plus chaude et donc il y a eu un échange thermique qui s'est effectué. Et donc l'air a été réchauffé par l'eau. Donc voilà pourquoi on a une température plus chaude quand on est de ce côté de la mer, de ce côté de l'archipel, côté mer, et surtout quand il y a du vent. Alors là c'est un peu moins marqué parce qu'on a du vent de secteur ouest, mais parce qu'il y a une dépression qui est au nord, et donc on a du vent qui nous est envoyé directement depuis le Groenland quasiment. Là le vent qu'on reçoit il arrive du Groenland. Donc il est froid, il se réchauffe au-dessus de la mer, il redevient positif. Mais par contre après dès qu'il arrive sur les terres, il refroidit de suite. Hein. C'est pour ça que de l'autre côté on avait -2, -3, parce que de l'autre côté le vent avait traversé les montagnes et les vallées, il s'était refroidi sur le sol très froid. Et donc c'était beaucoup plus froid, alors que là il arrive directement de la mer. Et même s'il arrive du Groenland, on est entre 0 et -1. Et 0 et 1, pardon. Bon, regardez la mer déchaînée quand même. Hein. Quand je vous dis qu'il y a tempête, hein, je rigole pas. C'est paysage. Alors s'il n'y avait pas la neige et les montagnes, on se croirait en Bretagne. Hein. Mais là, clairement, le reste du paysage nous dit qu'on n'est pas en Bretagne, hein, bien évidemment. Mais la mer nous rappellerait facilement la Bretagne. Alors aussi, un truc particulier, c'est que ici, dans ces conditions-là, il y a toujours des surfeurs. Il y a une plage, là, un petit peu plus loin. Derrière nous, il y en a une déjà. Et un petit peu plus loin, il y en a une autre. Où toute l'année, quelles que soient les conditions, s'il y a des vagues, il y a des surfeurs. Voilà. Donc mes potes surfeurs des Antilles, prenez l'avion, venez surfer ici en plein hiver, ça va vous donner un petit coup de boost au niveau musculaire, je pense. Ça va vous faire du bien. Bon, mais comme je disais, l'eau n'est pas extrêmement froide. Hein. Enfin, tout est relatif, c'est sûr que si on compare aux 30 degrés de la Martinique en été, c'est bien plus froid, mais par rapport à ce qu'on voit des conditions météo globales, de l'eau à 7 degrés, on se dit, bon, pourquoi pas, quoi. Et donc voilà, bon, j'imagine qu'ils ont des bonnes combinaisons et qu'ils sont bien équipés. Hein. Alors à la Ramberg, on arrive vraiment dans la partie sud des Lofoten à partir de là. Là, on arrive vraiment dans la zone très touristique. Alors Ramberg, il y a une particularité, c'est qu'il y a une sable de plage, une
une plage de sable blanc, je vais m'en sortir, qui l'été est très prisée aussi bien des locaux que des touristes qui viennent bronzer sur la plage, se baigner souvent. Alors on peut aller la voir si on va à droite sur le parking en forme de rond là qu'il y a, mais je vais pas y aller parce que je sais pas dans quel état il est. Donc bon, j'aurais pu y aller, mais voilà, la plage elle est juste à droite là. Je vais élargir un tout petit peu l'image. Voilà, elle est juste à droite là. Et il y a un toit qui vient de passer là, ben voilà. La plage de sable blanc, elle est juste là. Alors là, bien sûr, elle est sous les vagues, hein, parce que il y a de la houle. Mais donc, ouais, il y a une jolie plage de sable blanc qui doit faire 200-300 mètres à peu près. Et qui fait que l'été, Ramberg est un peu une station balnéaire. Aussi étrange que ça puisse paraître. Bon, là, autant vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de touristes en train de bronzer, bien évidemment. Ah, j'étais en train de me dire, tiens, j'ai un chasse-neige sur ma voie, je ne comprenais pas pourquoi. Bon, il est sur le trottoir. Et donc à partir de Ramberg, là, dès qu'on va sortir, vous allez voir, on va commencer à voir apparaître les séchoirs à poissons au bord de la route. Dans des quantités importantes. Bon voilà, hein, la route est pas bonne, mais ça roule. Hein. Enfin, c'est pas non plus impossible de rouler, vous voyez. Hein. Il reste une grosse vingtaine de kilomètres, donc c'est pas l'enfer non plus absolu, quoi. Alors, par contre, le gasoil est très cher. Hein. 23 couronnes, il est à 2 € et des poussières. Alors là, je fais pas le plein, j'ai entre 2 tiers et 3 quarts. J'ai un principe en road trip quand je suis en road trip partout, que ce soit en Norvège où j'avais déjà le même en Turquie, c'est que je me fixe un plafond de prix au litre du carburant, et dès que je trouve une station qui est en dessous de ce plafond, je fais le plein. Alors voilà, les séchoirs à poissons, c'est ce que vous voyez à droite là. Vous voyez ces structures en bois, donc les cabillots sont pendus, il y en a à gauche aussi, sont pendus par la queue en fait, et donc ils sont pendus là, ils sont séchés pendant plusieurs mois. Donc oui, je disais, ma stratégie que j'ai depuis longtemps maintenant, depuis que je suis en road trip, c'est de me donner un prix en dessous duquel je remplis mon réservoir, quel que soit ce qui me manque. Pas 5 litres bien sûr, hein, mais à partir de 10 litres, si je peux faire 10 litres de carburant, si je suis au prix que je me suis fixé, je l'ai fait. Ça me permet d'anticiper mon coût de carburant en fait. J'ai pas de yo, ça fait pas le yo-yo. En Norvège, si ça fait le yo-yo, par exemple, là vous avez 23, il y a des endroits où vous allez le toucher à 17. Donc du coup, alors peut-être que ça s'équilibre autour de 20, je sais pas. Ça dépend du nombre de fois où vous le faites à 23 et à 17. Mais en tout cas, moi je sais que ça va me coûter entre 20 couronnes, c'est un 72, 73 à peu près. Donc je sais que je vais, sur mon road trip, comme je vais l'avoir des fois un peu moins, je vais le payer autour d'un 65, un 70 en moyenne sur mon road trip. Et j'ai pas de mauvaise surprise. Je sais combien me coûte mon carburant. Ensuite, c'est bien aussi de faire comme ça pour moi, tout simplement parce que je me chauffe au gasoil. Mon préchauffeur moteur le matin est au gasoil. Et que donc, je suis obligé d'avoir toujours au moins la moitié de mon plein dans le réservoir. Parce que sinon, je prends le risque que si je suis coincé quelque part pendant 2 jours ou 3 jours, dans un très grand froid, je vais consommer pas mal de gasoil et du coup, je ne veux pas me trouver en situation où, alors, mon chauffage ne va pas pomper tout le gasoil de manière à ce que je démarre plus. Hein. C'est-à-dire à partir dès que je passe en dessous du quart de réservoir, le chauffage ne pompe plus, puisque la sonde qui permet d'aller récupérer le gasoil dans le réservoir, elle est plus haute que le fond du réservoir. Donc du coup, mais si je suis bloqué 3 jours dans un endroit où il fait très froid, que je ne peux pas bouger et que j'ai que le quart de mon réservoir,
ben, j'ai pas de chauffage. Vous voyez un peu le problème, j'imagine. Donc je ne descends pas sous la moitié de mon réservoir. Ça n'existe pas. Il peut arriver, ça m'est arrivé quelques fois, pas souvent du tout, mais il peut arriver que des fois, ben, je suis à la moitié et j'ai une station qui est à 20 couronnes 50, ben, je fais le plein quand même. Voilà. Je fais un peu au-dessous. Ça m'arrive peu parce que comme... alors là, c'est dans les Lofoten, c'est jamais en dessous de 20. Donc en fait, si je roule un peu dans les Lofoten, je sais que je connais les deux stations où c'est un peu moins cher. Donc j'ai deux stations où c'est autour de 20-20, donc je le fais toujours à ces endroits-là. Il y en a une qui est bien plus au nord, à Svolvær, et une autre encore plus au nord. Mais voilà, donc je peux dans les Lofoten exceptionnellement le faire. Mais par exemple, pour ma montée de Bergen dans les Lofoten, c'est typique. C'est-à-dire que j'ai fait systématiquement, dès que j'ai passé, on va dire, que j'étais entre le quart et le plein, et que j'avais une station à 20 couronnes le litre ou moins, je me suis arrêté pour remplir. Voilà. Donc si vous venez faire un jour un road trip en Norvège, sachez ça. Sachez d'autre part qu'il y a une particularité, c'est que le carburant est moins cher à partir du vendredi en fin d'après-midi jusqu'au dimanche. Ne me demandez pas pourquoi, je n'en sais strictement rien. Mais c'est comme ça. Ça se joue sur 2 couronnes à peu près le litre. Donc 17-18 centimes, grosso modo. Donc c'est pareil, quitte à faire le plein, privilégiez de le faire le samedi ou le dimanche. Il y a de fortes chances que vous trouviez du carburant moins cher. Au niveau des stations, il y a 4, on va dire qu'il y a 4 réseaux de distribution principaux. Le premier, c'est le plus cher, c'est Circle K. Donc c'est un réseau de stations très présent en Scandinavie. C'est le plus cher quasiment de tous, sauf quelques stations qui sont un peu moins chères, mais globalement c'est le plus cher. Ensuite vous avez les grandes marques, c'est surtout Esso et Shell ici qui sont représentés. On trouve du Total dans les grandes villes au sud, mais vraiment quand on commence à sortir des grandes villes, c'est vraiment Esso et Shell. Et ensuite vous avez un réseau de distribution qui s'appelle UnoX, donc qui est composé de stations automatiques uniquement, c'est-à-dire il n'y a pas de boutique, il n'y a rien. Vous avez des pompes, vous mettez votre carte de crédit et ça s'arrête là. Et donc ça c'est le réseau le moins cher. Sauf bien sûr si vous êtes au milieu des Lofoten, il y a une station UnoX et elle est chère. Donc voilà, ça c'est les petits points à connaître si vous venez en road trip en Norvège en général et dans les Lofoten en particulier. Alors j'imagine que certains d'entre vous vont se poser une question. La Norvège est un gros producteur de pétrole. C'est pas l'Arabie Saoudite non plus, mais c'est un vrai producteur de pétrole et de gaz. Donc comment ça se fait que le carburant est si cher? C'est simple, c'est les taxes. La Norvège estime que ils ont du pétrole, il y a de la demande sur le marché, que de toute façon, que ce soit eux ou pas eux qui le vendent, il y aura de toute façon des acheteurs. Et que donc c'est pas parce qu'ils vendent leur pétrole que les émissions globales de gaz à effet de serre sont supérieures ou inférieures. Par contre, ils partent du principe que sur leur territoire, ces émissions doivent être limitées de manière drastique. Et pour ça, ils privilégient la voiture électrique en taxant de manière importante les énergies fossiles. La Norvège est le pays, peut-être avec la Suède et la Finlande, je ne sais pas, mais en tout cas c'est un des pays dans lequel la voiture électrique est la plus implantée au niveau européen, et de loin. Là on a vraiment des taux de pénétration qui sont importants. Je le vois, hein. Enfin, la moitié des voitures que je croise sur la route sont soit des électriques, soit des hybrides. La moitié. Et on le voit autre chose, c'est qu'en Norvège, vous ne faites pas 30 km sur n'importe quelle route sans qu'il y ait une station de recharge. Il y en a partout. Mais partout, partout. Et ce qui est assez fou, parce que
il y a 5,5 millions d'habitants en Norvège. Hein. Et le pays fait 20-30% de moins que la surface de la France. Mais... Donc le nombre d'habitants au kilomètre carré est infime. Et pourtant, dans les moindres petites routes, vous trouvez des stations de recharge. Là, par exemple, depuis que je suis parti de Leknes, on a fait 40 km. Il y en a eu 2. Il y en a une à Leknes et il y en a une à Ramberg, là où on est passé. À Rennes, où je vais, il y en a 2 autres. Il y en a à tous les quais de ferry, quasiment. Donc voilà, il y a des stations de recharge absolument partout. L'électricité est pas très chère, parce qu'ils en produisent aussi énormément, puisque forcément ils ont des lacs, au niveau continental, la Norvège est un pays montagneux quasi partout, il n'y a pas de plaine, très peu en Norvège. Donc noyer une vallée dans laquelle personne n'habite, c'est pas un problème. Et puis les barrages se remplissent très vite, parce que il neige en hauteur, donc la neige fond et elle tombe dans les retenues d'eau, et sinon il pleut, donc les précipitations sont colossales. C'est-à-dire là on est proche de ce qu'on voit aux Antilles par exemple. Du coup ils ont beaucoup d'électricité, elle n'est pas très chère, ils ont du pétrole, il est très cher. Donc forcément ça leur permet de décarboner l'utilisation qu'ils font du pétrole. Et voilà, après c'est clairement un pays extrêmement riche, hein. Je viens de vous le dire, ils produisent du pétrole, ils produisent du gaz. En termes industriels, c'est pas non plus colossal, mais ils ont un peu d'industrie, ils ont de la pêche. Donc oui, c'est un pays très très riche. Et encore une fois, pour 5,5 millions d'habitants. Donc forcément, c'est pas la même chose, quoi. Quand vous avez un pays qui a... ils ont aussi beaucoup de minerais aussi, hein, j'ai oublié de dire. Ils ont du marbre, ils ont... il y a énormément de matières premières. Donc forcément, quand vous avez un pays qui a autant de ressources et aussi peu d'habitants, alors je ne vais pas rentrer dans la question politique, hein, ça ne m'intéresse pas, c'est pas du tout le but de ce stream. Mais voilà, quand on dit qu'il faut s'inspirer des pays nordiques et qu'on prend la Norvège en exemple, il faut bien comprendre qu'on prend un pays qui n'a pas du tout les mêmes caractéristiques que la France. Voilà. On a un pays avec une densité de population qui n'a rien à voir, avec des richesses qui n'ont rien à voir, avec des matières premières qui n'ont rien à voir. Voilà, comparer la protection sociale et le reste, et les revenus et les impôts et tout à la Norvège, entre la France et la Norvège, ça c'est pas pertinent. Parce que ce sont deux pays qui sont totalement opposés. Alors je dis pas que la Norvège est mieux, moins bien et tout, c'est encore une fois, c'est pas du tout la question. C'est pas un sujet que je vais aborder ici. Mais ce que je veux dire, c'est que la comparaison n'est pas intéressante. Voilà. Parce que ici, beaucoup de gens travaillent dans les services essentiellement, il y a peu de main-d'œuvre ouvrière, il n'y a pas d'usine, très peu d'industrie, donc du coup la structure sociale aussi est très différente. Donc voilà, encore un pont. Bon là, la sableuse est passée il n'y a pas longtemps, donc du coup c'est pas mal. Là, moi ça me dérange pas de rouler sur cette route. Voilà, c'est ce que je disais au début du stream en fait. Si un peu plus tard dans mon road trip, les routes c'est ça, moi j'ai pas de problème là-dessus. Sablé, une petite couche de neige par-dessus, parfois très verglacé mais pas partout. Moi je roule bien, j'ai pas besoin de clous moi là-dessus. Pour rouler comme je roule à 60, 65, 70... et éventuellement un peu moins quand c'est très verglacé en descente, pas de souci, hein, je roule sans problème. Alors on va voir un peu le vent, qu'est-ce qu'ils disent? 15 mètres secondes, 30 nœuds. Vous voyez, il y a 30 nœuds de vent sur le pont quand même. Donc ça fait partie des endroits que j'aime pas trop non plus. Alors là je pense que je l'ai pas trop de côté en fait. Ouais, si je l'ai en plein de côté, mais ça va. Parce qu'il y a des ponts qui sont plus dangereux que ça, qui sont très étroits, très hauts. Celui-là, il n'est pas très haut, mais il y a des ponts qui sont à 60 mètres à peu près. Et donc là, quand on se prend 40, 50 nœuds de vent latéral sur des ponts à 60 mètres de haut,
sur de la route comme ça, autant vous dire qu'on serre un peu les fesses. Ben voilà, on rentre dans la purée de points. Un peu de soleil à gauche et un temps bien pourri en face. Bon, là, on va longer maintenant la mer quasiment jusqu'à Rennes. On n'est plus très loin, on est à une quinzaine de kilomètres. On va dire une bonne vingtaine de minutes, 20-25 minutes. Ce qui va nous permettre d'avoir un stream à peu près correct. De quoi, 1 heure et demie, on va dire. C'est pas mal. Pas trop long pour pas faire chier tout le monde. Et pas trop court pour qu'on ait quand même le temps de voir un petit peu. Donc à gauche, là, vous voyez, vous avez des bâtiments industriels un petit peu. Ça s'appelle Silver Seed. C'est l'usine de salage du poisson, des Lofoten. Ils salent et ils mettent sous sachet aussi, je crois. Ils expédient, en fait, voilà, c'est l'activité directement liée au poisson. Donc c'est la seule industrie de la zone, bien entendu. Alors les Norvégiens, c'est assez rigolo, ils ont 2 particularités. Alors la première qui les rapproche beaucoup des Antilles, c'est que c'est des fous de décoration de Noël à l'extérieur de leur maison. Là on commence à avoir des illuminations absolument partout. Et la deuxième, c'est que vous avez à peu près la moitié des maisons en Norvège qui ont un mât dans leur jardin sur lequel, quand il n'y a pas de tempête comme en ce moment, ils arborent un drapeau norvégien. Ça les rapproche beaucoup des Turcs. Cette fierté d'appartenir à un pays, c'est clairement quelque chose qui les rapproche de manière importante des Turcs. Les Turcs sont extrêmement fiers de leur pays et ils arborent souvent des drapeaux turcs. Alors eux, c'est même dans les immeubles au balcon. Mais là, alors je suis pas allé dans des très grandes villes avec des grandes barres d'immeubles, donc je peux pas vous dire comment c'est sur les balcons, je pense pas. Mais dans les maisons, c'est clair qu'ils ont des mâts et quand il n'y a pas de tempête, il y a des drapeaux norvégiens qui flottent à peu près partout dans le pays. Alors vous n'avez pas vu, on les a pas vus, j'ai pas trop la possibilité de vous le montrer. À gauche là, on a une ferme d'élevage de saumon. Alors contrairement à ce qu'on peut penser, on ne trouve pas beaucoup de saumon sauvage en Norvège, pas énormément. En tout cas bien moins que ce qu'on pourrait imaginer. Et il est hors de prix. Le saumon sauvage en Norvège est plus cher que ce que vous allez le trouver en poissonnerie en France. Donc voilà, ils ont beaucoup de saumon d'élevage. Alors ils sont élevés dans des fjords, donc dans des grandes fermes d'élevage, donc c'est pas non plus des saumons élevés dans des aquariums de 3 mètres par 3. Mais peu de saumon sauvage à la vente, clairement. Ça c'est vraiment spécifique aussi. Bon, on va commencer à éclairer un peu devant, parce que... Donc là on est vraiment sur le dernier bout de route, c'est l'avant-dernier tunnel avant d'arriver. Alors quelques mots sur comment se passe pour le moment, comment fonctionne mon fourgon, notamment au niveau électrique, puisque c'est une vraie question. Parce que j'ai plus de soleil depuis une dizaine de jours maintenant du tout. Alors il y a 10 jours, j'ai eu une petite charge solaire pendant 2 heures, j'ai dû charger 20 ampères-heure à peu près. Donc c'est rien par rapport à mes 600 de batterie, vous imaginez bien que c'est ridicule. Mais donc ma seule source de recharge, c'est mon alternateur quand je roule. Donc ça fonctionne très très bien, j'ai pas vraiment de soucis.
globalement, il faut que je roule 1 heure par jour pour récupérer ce que je consomme en une vingtaine d'heures. C'est-à-dire que si j'arrive, je me gare à 14h et que je repars le lendemain à 10h, je vais m'arrêter 20 heures. Dans ces 20 heures, je vais consommer 60-65 ampères-heure à peu près, en faisant attention, hein, on est bien d'accord. C'est-à-dire que là, j'ai pas mon convertisseur en route tout le temps. J'utilise Starlink pour regarder un film, mais je ne le laisse pas actif tout le temps parce que Starlink consomme beaucoup quand même. Donc voilà, je suis raisonnable en termes de consommation quand je suis à ces niveaux de consommation-là. Si je suis plus pompé up et que je fais pas trop attention, je suis plutôt à 100, 110 par jour, 120. Et là, il faut que je roule 1h30 à 1h45, voire 2 heures. Mais donc quand je fais un peu gaffe, si je roule 1 heure, ça me suffit. Et vous voyez la route que j'ai fait aujourd'hui, une cinquantaine de kilomètres, 1 heure, parfait. Franchement, je vais arriver, mes batteries seront chargées à fond. Je vais arriver, il sera 13 heures passées. Donc voilà, je redémarrerai demain vers 10 heures, donc j'aurai 20-21 heures de consommation, donc je vais consommer mes 60 ampères-heure, pas de problème. Si je roule pas de 2 jours, bah, le lendemain il faudra que je roule 2 heures quand je reprends le fourgon pour compenser ma consommation. Au-delà, j'ai 2 solutions, parce que je ne vais pas rouler 3 ou 4 heures dans la journée, ça n'a pas de sens. Donc au-delà, j'ai 2 solutions. La première, c'est j'utilise mon groupe électrogène, je l'ai fait une fois. 1200 watts, charge à 100 ampères. Franchement, c'est top. Hein. En 1 heure, en 1 heure et demie, 1 heure 3 quarts de groupe électrogène, j'ai chargé mes 2 jours de consommation. 1 heure et demie. Donc aucun problème avec ça, même pas. Et donc la deuxième option, c'est d'aller dans une aire pour camping-car avec de l'électricité, hein, tout simplement. Donc là, j'arrive, je me gare, je me branche et 1 heure et demie après, je suis revenu à 100% ou 2 heures ou 2 heures et demie, hein, ça dépend à combien je suis descendu. Donc maintenant, j'ai une stratégie, c'est que si je sais qu'un jour je vais dans une aire, parce que j'ai besoin d'aller faire mes lessives, voilà, hein, parce qu'il y a d'autres choses, faire le plein d'eau par exemple, ce genre de choses. Sur les 2-3 jours qui précèdent, je ne me pose pas trop de questions. Si j'ai pas à rouler, je roule pas, quoi. Je reste calé quelque part, puisque je sais qu'au bout de 3 jours, je vais aller sur l'air et je vais pouvoir recharger à mort. C'est l'avantage d'avoir mon gros parc batterie, c'est-à-dire mes 600 ampères-heure de batterie. Elles permettent de tenir 4-5 jours sans trop de problème, à condition de recharger de manière importante derrière, hein, mais 4-5 jours sans problème. Donc du coup, si je sais que par exemple le lundi je vais sur une aire, vendredi, samedi, dimanche, si je roule pas, ça me pose pas beaucoup de problèmes et je regarde pas trop ce que je consomme. Voilà. Parce que je sais que je vais pouvoir recharger. Et donc ça maintenant, j'ai trouvé un bon rythme avec ça. Franchement, je gère vraiment bien maintenant ça. J'ai plus de problème. Je sais que j'ai pas de solaire. C'est comme ça, je fais avec. J'ai quand même aménagé ce fourgon pour qu'il soit capable de tenir dans ces conditions et de charger correctement dans ces conditions aussi. Hein. Donc c'est pas comme si je l'avais pas anticipé. Mais franchement, la charge sur l'alternateur, mes 2 Orion, c'est top. Si j'en ai un qui tombe, j'en ai plus qu'un, donc c'est un peu plus compliqué, mais ça me permet quand même de tenir jusqu'à ce que j'aille le faire réparer ou le changer. Donc c'est top. Le seul élément, donc mon fourgon, ça marche bien, j'ai pas de soucis. Le seul élément que j'ai un peu problématique, c'est que j'ai un voyant sur l'AD Blue qui est allumé, non pas qu'il en manque, mais qui me dit de faire vérifier le système AD Blue. Donc je pense que c'est à cause de la cristallisation de l'AD Blue. J'avais fait un traitement avant de partir anti-cristallisation, mais je suis pas sûr que ça y suffit parce que j'ai rempli de pluie. Donc quand je serai la semaine prochaine à Hirschtal, là au nord des Lofoten, je vais aller dans un magasin de pièces auto et je vais aller acheter de l'additif AD Blue
pour permettre de décristalliser un tout petit peu mon AdBlue et de remettre tout ça à peu près à plat. L'autre erreur que j'ai fait, c'est que je suis parti sans prendre ma valise OBD et que du coup je ne peux pas réinitialiser mes erreurs moteur. Donc ça c'est un peu problématique parce que les erreurs AdBlue, selon comment ça marche, on a un décompte qui peut se mettre en route et qui dit attention, dans tant de kilomètres le moteur démarrera plus. Pour l'instant je ne l'ai pas, donc j'ai pas de souci avec ça. Mais si jamais les décomptes arrivent, je suis un peu emmerdé. Donc comme je suis à Tromsø dans 20 jours, je vais en commander un sur Amazon, le faire livrer à quelqu'un de ma famille et qui me l'envoie au camping où je vais être à Tromsø. Comme ça, j'aurai ma petite valise qui me permettra de réinitialiser les erreurs. Et même si l'erreur persiste, le problème persiste, en tout cas, ça ne m'empêchera pas de démarrer. Donc voilà, on arrive à Hamnøy et à proximité, donc Rennes est juste après. Alors là, il faut faire gaffe parce que c'est très piégeux. Je me suis fait piéger l'autre jour. Quand on n'est pas clouté, là, c'est feu. Si on se gare contre le feu, on ne démarre pas en montée. Quand c'est verglacé comme ça. En tout cas, moi, je ne démarre pas. Donc j'essaie de m'approcher comme ça doucement. Normalement, le feu, il y a un détecteur. Donc il va me voir arriver et il devrait passer au vert. En tout cas, j'espère. Si c'est pas le cas, je suis un peu emmerdé. Merde, il n'a pas fait. Bon, donc je recule et je refais pareil. Ah, il est chiant ce feu. Et alors l'autre, il est encore pire. Celui du deuxième pont, là, juste après, il est encore pire que celui-là. Parce que... ah ben voilà, il est là. Mais est-ce que je vais pouvoir démarrer? J'ai de la petite frappe en route. Non, ça ne suffit pas. Donc il faut que je me mette sur la neige à côté. Et que j'y aille comme ça, un peu sur la neige et un peu là. Normalement, je devrais y aller. Mais bien sûr, le feu est repassé rouge. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a une voiture qui est arrivée de l'autre côté? Ou est-ce qu'il me voit arriver? Est-ce qu'il va passer au vert? Putain. Ah, c'est la galère, ces feux, je les crains, quoi. Alors, il y a un autre truc, en fait, que je fais dans ces moments-là, c'est que je me gare un peu de côté, j'attends qu'il y ait une voiture qui arrive. Dès que le feu passe au vert parce qu'il y a une voiture qui passe, bah, du coup je peux passer derrière elle. Et ça me permet de ne pas avoir à m'arrêter devant le bus. Donc là il y a deux voitures arrêtées, un minibus et une voiture de touriste. Donc du coup bah, elles vont forcément démarrer à un moment ou un autre, ce qui va me permettre d'attendre. Parce qu'en fait le feu, il est d'office au rouge, et il passe au vert quand il y a une voiture d'un côté et pas de l'autre. Donc il n'est pas alternatif, il ne passe pas un coup au vert, un coup au rouge de manière régulière. Il est tout le temps au rouge, des deux côtés, et quand il y a une voiture qui arrive, s'il n'y en a pas de l'autre côté, il passe au vert. Ce qui fait que dans ces conditions, si je ne sais pas s'il y a une voiture qui arrive ou pas en face, ben, je suis coincé. Parce que pour qu'il passe au vert, il faut que je m'approche vraiment du feu. Et si je m'approche et qu'il ne passe pas au vert, je suis coincé, je ne peux pas redémarrer. Quand c'est de la neige, ça démarre. Quand c'est de la glace comme ça, ça démarre pas. Donc ça c'est l'effet que j'ai pas de clou en fait. Hein. Le fait de ne pas être clouté, c'est ça les problèmes que ça me pose essentiellement. Ça me fait rouler moins vite, bien entendu, et ça me pose des problèmes que je ne peux pas démarrer en compte quand c'est verglacé, tout simplement. Alors j'ai des chaussettes pour mes pneus, donc au cas où je peux, si j'ai besoin un jour que je suis vraiment coincé, bah, j'utilise mon cric électrique, je monte le fourgon, je mets les chaussettes et je repars. Et je pense que je vais acheter des chaînes la semaine prochaine, là, quand je vais m'arrêter dans le grand centre commercial, là, je vais acheter des chaînes probablement. Pour avoir une solution pour me sortir de situations complexes dans ces moments-là. Bon, il y a une voiture qui s'en va, ça passe au vert. Est-ce que je vais pouvoir redémarrer? Je pense que oui. Là je démarre, même si ça passe au rouge, tant pis, je démarre quand même. Je suis désolé, mais je peux pas faire autrement, mon gars. Et bien sûr, la contrepartie de tout ça, c'est que de l'autre côté, on est en descente et que c'est encore le bordel aussi. Il y a un camion qui va arriver en face.
Bon, il va attendre que je passe, hein, forcément. Donc voilà, le problème de ne pas avoir de clous, c'est ça, c'est que il y a certains endroits où c'est un peu difficile pour s'en sortir, où il faut y aller avec un peu de réflexion, quoi. Bon, ça va, le feu est toujours rouge, donc il n'y a pas eu de problème. Et l'autre pont, là on le voit, il est en face, hein. Lui il est encore pire, là, il est encore plus haut, et donc la rampe d'accès est encore plus pentue, et donc là du coup j'ai pas beaucoup d'autres solutions que d'attendre qu'une voiture arrive avant de m'y engager, parce que là j'ai aucune chance de démarrer ici. Donc voilà, petit village, on vient de passer, on est toujours à Amnoy, et puis là une fois qu'on va passer le pont, on va pouvoir voir de l'autre côté le petit village de Rennes en face, avec toujours pareil, hein, ces paysages un peu exceptionnels, et donc toujours pareil, c'est séchoirs à poissons. Donc là vous allez voir à gauche de la route, là quand on va passer, ils sont présents partout, absolument partout ici. Voilà, là les séchoirs à poissons à gauche, vous les voyez bien. Alors bien entendu, les séchoirs à poissons, c'est open bar pour les mouettes, hein, forcément. Pour eux, c'est juste parfait. Ils ont à bouffer tout le temps. Alors ils essaient de mettre des épouvantails et tout. Bon, ça marche, la plupart du temps ça marche pas. Mais voilà. Voilà, donc on en a encore à gauche, là, partout. Alors là, ça serait bien qu'ils se mettent au vert. Franchement, ça m'arrangerait. Est-ce qu'ils me voient de là-bas? Ou sinon, j'attends que les voitures arrivent de derrière. On peut faire ça. Alors, on va aller se garer là, de l'autre côté, histoire de pouvoir démarrer s'il y a une voiture qui arrive. Bon, il est où le gars derrière moi? Allez, vas-y, passe. Ah, ça y est, passe au vert, ce con de feu, merde. Je vais encore le rater. Ouais, c'est galère. Bon, c'est heureusement que je suis pas ici tous les jours, hein. Franchement. Bon voilà, on a pu avoir le feu vert. Pas facile hein, d'avoir le feu vert là quand c'est verglacé comme ça et qu'on n'est pas clouté. Franchement, c'est un peu tendu. Alors, on va mettre l'aide à la descente aussi. Pour que là-bas au fond, ça parte pas en luge n'importe où, n'importe comment. Mais là, cette montée, elle est un peu moins hardcore que... Ce côté, c'est un peu moins hardcore que l'autre côté. Mais là, ce côté, pour remonter là-bas, c'est pareil, quoi. Va falloir y aller de manière très, très, très calme, quoi. Je pense que je vais m'arrêter sur ce petit bout là à côté, là, en marche arrière, pour pouvoir prendre la route, parce que... Ou sinon, suivre des bagnoles. Voilà, m'arrêter en bas, là, en marche arrière. Dès qu'il y a des voitures qui arrivent, j'y vais doucement et je les suis. Bon, après les péripéties pour passer le pont, donc oui, hein, ça c'est vraiment le problème quand on n'a pas de clous, c'est qu'il y a des endroits qui sont très durs. Alors si c'était pas un truc comme ça, à 2 km de là où je suis arrivé et tout, et que je suis coincé en pleine pampa, je me serais arrêté, j'aurais mis les chaussettes. Hein. Et bon, j'aurais pu démarrer. Hein. Il me faudra des chaînes de toute façon. Mais donc voilà, maintenant on est dans la petite ville de Rennes, qui se trouve à gauche là. Vous voyez en face les maisons rouges là, c'est pareil, je vais vous zoomer un tout petit peu pour que vous voyez mieux. Voilà, un petit port de pêche typique, avec les maisons rouges un petit peu en pilotis. Alors toujours pareil, ces maisons rouges sur pilotis, c'est essentiellement des maisons, des locations de touristes, pour touristes. Et les gens d'ici, ils habitent dans des maisons blanches comme ça, vous voyez. Voilà,
plupart de ces maisons rouges à gauche, là, c'est aussi de la location saisonnière en grande partie. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein. La structure de l'immobilier est en train de changer du fait qu'il y a de la demande locative touristique importante et que donc du coup, soit les gens quittent leur maison et les gens qui les rachètent, ils font de la location saisonnière dedans. Soit les gens font construire pour faire de l'accueil saisonnier à côté et de toute façon la construction nouvelle c'est du saisonnier quasi systématiquement. Donc voilà, dans tous les cas on a une évolution qui tend de plus en plus vers le saisonnier. Voilà, vous voyez les 3 maisons rouges à gauche, là, pareil, location saisonnière. C'est assez amusant parce que les touristes viennent et font des photos en pensant que ce sont des maisons traditionnelles de gens qui vivent ici, alors qu'en fait pas du tout, quoi. Ah merde, lui, il s'est jeté dans le truc alors que j'avais déjà commencé à avancer. La plupart sont respectueux, puis des fois, on en a quand même quelques-uns, un peu comme en France, qui s'en foutent un peu et qui ne voient que leur intérêt. Enfin bon. On est quand même à des années-lumière de la Turquie, hein. Soyons clairs. C'est-à-dire que là, sur la route, pour vous dire, deuxième road trip que je fais, et j'ai toujours pas entendu un coup de klaxon nulle part, quoi. Ça klaxonne pas. Voilà. Alors, soit les voitures vendues en Norvège n'ont pas de klaxon, soit le Norvégien déteste klaxonner. Donc, je sais pas laquelle... Merde, mon micro, pardon. Je sais pas lequel des deux trucs est le bon, mais en tout cas, c'est une réalité. Ça ne klaxonne pas. Bon ben voilà, mes batteries sont chargées à bloc bien entendu. Bon pas de souci, hein. Demain je pense que je vais rester là parce que normalement ça devrait être découvert et j'ai peut-être une chance de trouver des aurores boréales ce soir et demain soir. Et demain je vais aller faire beaucoup d'images. Normalement il n'y a plus de vent du tout demain. Donc demain, ça va être l'occasion d'aller faire des images aériennes avec beaucoup de neige autour. Et donc ça, c'est plutôt pas mal dans l'ensemble. Bon, ça va, il y a un peu de vent, mais comme le vent vient vraiment de derrière la montagne, là, pour le coup, on est quand même plutôt pas mal abrité. Donc, pas de souci pour le vent. Ça va faire l'affaire pour 2 jours sans aucun problème. Alors la question maintenant c'est de savoir si le parking où je me gare habituellement il y a de la place. Il y a un bus donc déjà je vais avoir du mal à aller m'y garer parce que le bus va m'empêcher d'y rentrer. C'est un peu emmerdant. C'est rien de le dire. Donc il n'y a pas grand monde. S'il n'y avait pas le bus j'aurais pu m'y garer sans problème. Bon. Je vous disais, les touristes essentiellement asiatiques avec des bus qui les débarquent pour prendre des photos absolument partout. Donc je ne peux pas m'y garer pour le moment. Je vais en faire un petit tour et puis je vais aller sur un parking un petit peu plus loin et puis on va faire la fin du stream. Ça sera plutôt pas mal. Bon, ça c'était le bip pour me dire que l'aide à la descente était déconnectée parce que j'avais dépassé 30 km/h. Bon là c'est de la neige très très dure, hein. Franchement l'adhérence est moyenne mais je préfère ça que de la pure glace quand même. J'ai bien plus d'adhérence là-dessus que sur de la glace. Et ça, typiquement, c'est normalement les routes que je devrais avoir maintenant jusqu'au mois de mars-avril. Voilà. Mars on va dire. Des routes enneigées avec quelques centimètres de neige et donc pas à la glace, pas de la glace pure.
La neige peut être très dure parce qu'elle est tassée par les voitures, les camions et qu'il fait froid, donc elle est très très dure, très glissante. Mais en tout cas, ça marche. Et même si je dois démarrer en côte dans des conditions comme ça, je démarre. Ah oui, si j'accélère. Oh mais non, même j'ai de la traction. Hein. Là en quatrième, si j'accélère, ça tracte. Hein. Non, non. Ah mes pneus, dès que c'est de la neige, c'est de la sorcellerie. Hein. Franchement, ils sont top. Voilà, bon, ben là le parking à gauche, il n'y a personne. Ah non, mais il n'est pas encore là. C'est après le pont. Après le pont, il y a un parking à gauche là. Donc je vais me garer là à 10 minutes, un quart d'heure, le temps que le bus, même une demi-heure, le temps que le bus s'en aille là-bas. Et puis ben, on va laisser on arrêtera le stream à ce moment-là. Sur une belle route toute blanche. J'adore. Voilà, là c'est route. C'est route, j'adore. Ça glisse, faut faire gaffe. S'il y a un gros freinage à faire, c'est tendu. Mais c'est cool. Vous voyez, si je freine, ça freine. Hein, mais il faut quand même être prudent. Mais ça roule. Ça accélère, ça freine. Ça gère, sans problème. Donc si j'ai des routes comme ça maintenant, à partir de maintenant jusqu'à fin février, fin mars, je signe, ça me va complètement. Voilà, le parking il est après à gauche, après le pont. Donc il n'y a pas dû y avoir beaucoup de monde qui a roulé dessus, donc il y a de la neige, il n'est pas damé. Donc là, zéro problème d'adhérence. Voilà, ça, parfait pour moi. Un sol comme ça là, avec une neige comme ça, c'est juste parfait en fait. Je démarre en côte, je freine, je suis au top. Bon ben voilà. Hop, on remet un plan un peu plus large. Ben voilà, écoutez, premier stream. Normalement, j'ai pas eu de soucis, donc on aura la surprise dans 3/4 d'heure quand je diffuserai. Ça s'arrête là pour aujourd'hui. On est arrivé à Rennes. On a fait un stream de 1h30. Voilà, très bien. Pour un premier, c'est parfait. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez aimé ces paysages magnifiques. J'espère que vous en avez appris un tout petit peu plus sur la Norvège et les Lofoten. Normalement, il n'y aura pas beaucoup d'autres streams dans les Lofoten, en tout cas tant que je suis dans le sud, puisque c'est ce que j'ai fait. On ne va pas refaire cette route dans l'autre sens, ça n'aurait pas beaucoup d'intérêt. Donc le prochain stream, ça sera quand je vais commencer à remonter un petit peu vers le nord, donc pour d'autres paysages des Lofoten, un petit peu différents de ce qu'on a vu ici. Et puis pour ma montée vers Tromsø, sachant que pour être à Noël à Tromsø, je vais faire un arrêt sur la route de 2 jours dans une ville qui s'appelle Narvik, et qui est une station de ski extraordinaire sur un fjord. Et donc je vais m'y arrêter vers le 15 décembre, quand il fait nuit tout le temps. Et du coup on fait du ski la nuit avec les pistes éclairées, avec la ville en bas et le fjord en fond, et potentiellement des aurores boréales. Autant vous dire que là aussi en termes d'image c'est plutôt pas mal. Espérons que les conditions s'y prêtent. Mais en tout cas ça sera une escale et donc la route pour y aller devrait être pas mal aussi. Voilà, merci à vous d'avoir été là. Je ne sais pas combien vous avez été, je ne sais même pas s'il y a eu ne serait-ce qu'une seule personne sur le stream. J'aurai la surprise un petit peu plus tard. En tout cas, s'il y a eu quelqu'un, merci à lui. Si vous avez été plusieurs, merci à tous. Et on se retrouve un de ces jours au même endroit. Et si, en attendant le prochain stream dans mon van, vous voulez voir la route que j'ai utilisée pour venir dans les Lofoten, cette vidéo devrait vous intéresser. Allez, à très bientôt. Ciao.